Bienvenue dans Hebdo Santé sur Média. Ils sont d'une importance capitale, parfois même vitale, pour limiter les traumatismes psychiques en situation d'urgence. Ce sont les premiers secours psychologiques et il faut être formé, maîtriser les étapes clés et avoir les bons réflexes pour aider une personne en détresse. Et si vous voulez tout savoir sur cette thématique, je vous demande de rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Nous avons des experts avec nous, Monsieur Kwasi Emissati, bonjour. Bonjour Monsieur Kwaku. Alors vous êtes psychologue clinicien, psychopathologue et psychothérapeute à Chivo-Isis et Citrote Côte d'Ivoire. Vous êtes également consultant, formateur et secrétaire général adjoint du réseau des jeunes psychologues de Côte d'Ivoire. Exactement. Merci en tout cas de nous faire l'honneur de revenir sur le plateau d'Hebdo Santé pour parler de ce sujet. Toujours un plaisir pour moi. Également avec nous, M. Onene Capri Djedje Alain. Bonjour. Bonjour, M. Onene. Vous êtes assistant social. Oui. Vous préparez un diplôme d'attaché social. Tout à fait. Ah, d'accord. Également, vous êtes le président de la Ligue nationale des professionnels de services sociaux en Côte d'Ivoire. C'est exact. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et encore, bienvenue à tous les deux sur le plateau d'Hebdo Santé pour parler de premiers secours psychologiques. Déjà, c'est quoi les premiers secours psychologiques, messieurs? Alors, si je peux me permettre, les premiers secours psychologiques sont un ensemble de techniques, de pratiques qu'on va mettre en place pour calmer la détresse morale et psychologique. Donc, en vrai, les premiers secours psychologiques, si on doit faire simple, c'est de la même manière qu'il existe des premiers secours physiques, il existe dans un cas où une personne présente une souffrance d'ordre psychologique, des techniques pour aider la personne à mieux se sentir. D'accord. Le but, ce n'est pas de guérir la personne. Le but, ce n'est pas de soigner la personne, mais c'est d'apaiser la détresse interne. Alors, en tant que profane, je vais dire, vous avez donné l'exemple tout à l'heure, pour quelqu'un qui se blesse, qui a un mal, on voit. Mais dans le cas de la détresse psychologique, comme vous l'avez dit, est-ce que c'est visible, non? Alors, c'est vrai que ce n'est pas visible, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas observer ça à travers des signes. Ah, d'accord. Moi, je dis qu'il y a des signes de détresse. Un exemple de la détresse psychologique, elle a 4 niveaux. Vous avez un niveau émotionnel, vous avez une personne après un accident qui ne réagit pas. C'est un élément de détresse possible. Vous avez une personne qui réagit trop, celle qui aide tout le monde, alors qu'elle fait partie des personnes de l'accident. C'est un élément qui peut vous interpeller, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'éléments qui se passent. Vous avez des pleurs, vous avez des cris, vous avez parfois de l'anxiété aussi, mais vous avez aussi de la tristesse. Vous avez un autre niveau qui est le niveau des cognitions, donc les pensées. Qu'est-ce qui va se passer? Vous avez une personne qui n'arrive pas à penser du tout. Vous avez une personne qui a des oublis fréquents. Vous avez une personne qui se rappelle un peu trop des événements. C'est inquiétant. Il faut faire attention. Vous avez le niveau des comportements, bien évidemment, qu'il faut noter. Vous allez voir des personnes qui sont des automates. Elles font toutes les tâches qu'on leur dit de faire sans grande implication. Ou bien vous avez des personnes qui vont se mettre à courir dans tous les sens. Ou encore, vous aurez des personnes qui sont là et vous avez l'impression qu'elles ne sont pas très présentes. Ou bien qui vont beaucoup investir le travail. Il faut faire attention. L'élément qui va intéresser dans la détresse psychologique, c'est est-ce que par rapport à l'habitude d'avant, il y a un changement? Et s'il y a un changement, est-ce que le changement pose problème? Et la question la plus évidente pour savoir si la détresse psychologique, c'est est-ce que ça va? Et même si la personne peut ne pas répondre, il y a des différents signes que vous pouvez observer. Est-ce qu'elle change dans sa manière de penser? Est-ce que dans ses émotions, il y a un changement? Est-ce que dans son comportement, il y a un changement? Et parfois même, il y a des changements au niveau physiologique. Vous allez avoir des personnes qui vont présenter une détresse à ce niveau-là, où elles ne peuvent pas bouger alors qu'il n'y a pas de lésion. Où elles sont là, elles ne peuvent pas parler alors qu'il n'y a pas d'atteinte au niveau des organes du langage. Ça peut vous mettre la puce à l'oreille pour vous dire attention, là il y a des détresse psychologique. Monsieur Onene, lorsqu'on regarde un peu dans notre société africaine, ces différents cas de souffrance psychologique dont vient de parler M. Emissati, est-ce que c'est fréquent? Merci, je voudrais d'abord vous dire merci pour l'occasion que vous nous permettez de nous exprimer sur la question. D'accord. Effectivement, dans nos communautés africaines, nous avons régulièrement ce genre de situation. Lorsque nous annonçons des situations, lorsque nous annonçons des décès par exemple, ou bien même dans nos entreprises, dans nos structures, dans nos administrations, il peut avoir des signes. Voilà, il peut y avoir des signes, comme l'a dit tout à l'heure les psychologues. Et donc, nous, en tant que professionnels de services sociaux, nous devons observer et détecter ces signes.
avant de donner Vous une avez parlé réponse. donc d'annonces, par exemple, d'événements Des deuils, malheureux. oui. Alors je vais dire, est-ce qu'il y a des choses qui prédisposent? Oui, il y a des choses qui prédisposent parce que la personne, il y a un lien affectif entre les personnes. On ne peut pas se lever comme ça et donner une information sur le décès de quelqu'un qui est cher à une autre personne. Il faut préparer la personne à pouvoir recevoir. Si la personne n'était pas malade, par exemple, on ne peut pas se lever comme ça et venir devant la personne pour lui dire ton époux est décédé, par exemple. Voilà, ça peut créer une situation de détresse psychologique, mais on peut aussi rattraper cette situation. D'accord. Mais déjà, il faut toujours être prêt et outillé avant de le faire. Outillés. Outillé. Vous avez lâché quand même un mot assez important. Tout à fait. Hein. Ouais. Alors cela m'amène à vous demander un peu, est-ce que tout le monde, ou alors, il y a des spécialistes pour apporter donc ces premiers secours psychologiques? Ce qui est bien, les premiers secours psychologiques s'adressent à tout le monde. Merci. Tout le monde peut faire des premiers secours psychologiques à 2 conditions. La première condition, c'est d'être formé. La deuxième condition, c'est d'être émotionnellement stable. Émotionnellement stable. Parce qu'on ne sait pas ce qu'on va aller entendre quand Comment on est-ce s'en que va. vous expliquez cela? Justement, on ne sait pas ce qu'on va entendre quand on va aller écouter quelqu'un. Vous pouvez aller arriver là-bas, puis quelqu'un va vous dire, ah, telle personne se fait violer par ses parents quotidiennement. Mais telle personne se fait piquer chaque jour. Donc il y a des situations qui peuvent déclencher des choses. Est-ce que vous allez pouvoir supporter? Est-ce que vous allez pouvoir supporter ce Et qu'on- l'un des principes des premiers secours psychologiques, justement, c'est de prévenir ce qu'on appelle le traumatisme vicariant, c'est-à-dire la fatigue de la personne qui écoute. Parce qu'on se dit que si je peux, une fois que je peux entendre quelque chose, c'est que je peux écouter. Alors que quand j'écoute l'histoire de quelqu'un, il y a toute une charge mentale et émotionnelle qui vient derrière. Est-ce que je suis suffisamment en forme pour écouter ça? Parce que quand je vais finir, ça va m'épuiser. On a notre énergie mentale qui n'est pas illimitée. Donc, à force d'entendre, ça peut me fragiliser au point où moi aussi, je vais commencer à vivre un traumatisme par transmission. D'accord. Et donc, la personne émotionnellement stable, c'est la personne qui a pris le temps, pas seulement de refermer ses blessures, mais de penser à l'impact que ça a sur son comportement. Parce qu'une partie de tout ce qu'on a vécu est enfermée sous forme de traits de caractère. Donc, comment ça se manifeste? Vous allez avoir des personnes, vous allez dire qu'elles sont très colériques ou bien qui aiment beaucoup s'affirmer. Donc, dans une situation où je dois écouter l'histoire de quelqu'un qui est soumis à la passivité, moi pour qui l'affirmation, c'est quelque chose que je ne peux pas laisser passer. Vous imaginez, la personne me dit que non, mais je laisse. Alors que pour moi, c'est très important. Sauf que ce n'est pas de moi qu'on vient parler. D'accord. On vient parler de l'autre personne. On vient l'écouter, on vient l'entendre, on vient accepter sa souffrance. D'accord. Donc à quoi ça sert que moi j'aime m'affirmer dedans? Donc est-ce qu'on est émotionnellement prêt et stable pour ça? Sinon on risque de faire plus de mal à la personne que prévu. Bien sûr, si on n'est pas outillé, comme l'a dit M. Olené, Justement. si on n'est pas formé. Donc tout le monde peut apprendre donc ses premiers secours. Tout à fait. D'accord. Mais il y a des spécialistes que vous êtes. D'accord, merci. Je prends le domaine dans lequel je suis assistant social, donc spécialiste du service social, qui n'est rien d'autre que un domaine qui vise à aider les individus, les familles et les communautés à améliorer leur qualité et à surmonter les difficultés sociales, économiques et psychologiques. D'accord. Voilà. Et donc, dans ce sens, nous avons une méthode que nous utilisons, Laquelle? qu'on appelle le service social individualisé. Voilà, ce service social individualisé, il a une approche axée sur l'individu et sa famille. Donc, tout ce que nous allons dégager comme énergie, comme action, sera axé sur la personne et sa famille. Ça va se faire avec ses propres ressources, en suivant un schéma bien déterminé. D'accord. Voilà. Donc, pour ma part, il y a des spécialistes qui sont formés, qu'il faudra approcher dans nos quartiers, dans nos communautés. On a des spécialistes qui sont dans les centres sociaux, dans les services sociaux d'entreprise et dans les administrations, on a également des services sociaux. Alors je veux qu'on revienne un peu là-dessus. Ce que vous avez dit, on ne l'a pas bien compris. D'accord. Je prends par exemple mon cas. Vous devez donc m'apporter assistance. Ça se passe comment? Et nous avons une démarche, comme je le dis, à ce que nous appelons le dépistage et l'analyse de la situation. Donc lorsque vous nous trouvez à notre service, vous allez venir exposer votre problème. On va vous écouter. On va développer ce qu'on appelle l'écoute active, qui va permettre à ressentir vos émotions, à vous accompagner dans ce sens. Et après cela, on va développer un certain nombre d'activités comme les visites à domicile. Une enquête sociale même va se dégager rapidement pour pouvoir vous aider, pour comprendre vos besoins réels. Et après ça, on va poser le diagnostic social. C'est le diagnostic social qui va nous permettre d'orienter notre prise en charge. D'accord. Si c'est une prise en charge qui peut se faire à notre niveau, nous la faisons.
Parce que ce qui est intéressant chez nous, lorsqu'on a un problème, il faut aider la personne à pouvoir surmonter son problème. Lorsque ce problème doit être réglé par un psychologue, je réfère la personne vers un psychologue. Si le problème doit être réglé par un médecin, quelle que soit la spécialité, je réfère. La référence chez nous est une activité très importante. Il faut toujours référer l'individu vers une structure qui va mieux prendre en charge cette personne. Vous vous dites que vous n'avez pas toutes compétences, il y a... oui, on ne peut pas avoir on peut pas avoir toutes les compétences. Je peux faire une très bonne écoute et déceler un autre problème dedans. Dans ce cas, je vais référer la personne vers un spécialiste qui va mener son action. Quitte à recevoir peut-être l'usager après, le faire partir vers un autre spécialiste. Voilà. Parce que, par exemple, une maladie, par exemple, peut envoyer la personne dans une situation psychologique trouble. Voilà. Elle ne peut pas certainement supporter une maladie que je ne vais pas citer. Il y a des maladies chroniques avec lesquelles on peut vivre aujourd'hui, mais annoncer à quelqu'un, par exemple, qu'elle est séropositive, vous voyez un peu la charge émotionnelle que la personne va dégager. Mais lorsqu'on arrive chez nous, qu'on a mieux écouté, qu'on sait que c'est ça qui est le problème, moi je ne donne pas de médicaments. Par contre, je vais référer cette personne vers un médecin qui va lui aider la dame ou bien la personne à pouvoir prendre ses médicaments, quitte à l'accompagner de manière financière ou bien de manière économique pour les autres aspects. Monsieur Missetti. Oui, moi je trouve ça très intéressant s'il a donné, parce qu'il a donné sans dire les 3 éléments des premiers secours psychologiques. Il a donné ça, les 3 L, qui a le look, listen, link. Tu as dit look, j'observe, donc j'ai besoin de voir les signes de détresse, qu'est-ce qui se passe. Il y a le listen, j'écoute. Quels sont les besoins de la personne? Parce qu'on ne peut pas aider une personne sans prendre en compte ses besoins. Pour avoir une personne en situation de détresse, elle va te dire, ce dont moi j'ai besoin, c'est ça. Donc il faut demander comment je peux vous aider. La personne peut dire, moi j'ai faim par exemple. Si la personne a faim, que sa détresse est causée par la faim, vous vous rendez compte que l'action ici, c'est pas d'abord de soigner le traumatisme psychologique, c'est d'apporter d'abord à manger à la personne. Et là, je vais revenir dessus, la dernière étape c'est lier. Si là ça ne revient pas de ma compétence, je lis directement, j'appelle un autre professionnel. Et pourquoi c'est intéressant? Quand les premiers secours psychologiques ont été mis, c'est pour les situations de traumatisme. Mais la question du traumatisme psychique est vaste. Parce que le traumatisme, c'est les séquelles de ce qui est resté. Donc on peut faire parler d'événements potentiellement traumatisants. Donc n'importe quel événement peut être traumatique alors. Maintenant, l'événement devient traumatisant à 2 conditions. Première condition, l'événement que je vais vivre là, il va me faire vivre dans l'effroi. C'est un événement auquel je ne m'y attendais pas et qui me laisse dans l'impuissance. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément de l'événement, c'est qu'il est inattendu, je ne le contrôle pas du tout, il est violent. Donc quand ces 2 conditions-là sont réunies, l'événement est vécu sous le mode du traumatisme. Donc vous convenez avec moi que n'importe quel événement, une fois qu'il est vécu avec violence et effroi, entraîne une réaction traumatique. Bien sûr. Maintenant, on a les temps du traumatisme. Est-ce que c'est une réaction courte? Est-ce que la réaction est post-immédiate? Les réactions courtes 1-3 jours. Post-immédiate, on va jusqu'à une semaine. Ou bien l'une de la réaction se maintient après 1 mois. Donc ça veut dire qu'on est dans une réaction longue. Et donc, le but des premiers secours psychologiques, c'est d'empêcher qu'on arrive dans les réactions longues. Parce qu'on a remarqué que si la personne est prise en charge rapidement, on peut prévenir les éléments de traumatisme. Et en France, par exemple, c'est pour ça qu'ils ont mis en place ce qu'on appelle les CUMP, c'est-à-dire les services d'urgence médico-psychologiques. Donc, dès qu'il y a un accident, dès qu'il y a une inondation, un tremblement ou bien un bouleversement d'ordre social, on fait intervenir l'équipe en même temps que le SAMU. Parce que les événements sont assez perturbants. Quand on vous dit qu'il y a eu un accident, il n'y a pas eu de mort, mais il y a 48 blessés. Les 48 blessés, ils ont vécu une situation qui a mis leur vie en jeu. Absolument. Il faut les prendre en charge. Sinon, il y a certains qui risquent d'aller avec des séquelles. Ou bien quand on vous dit, actuellement il y a les suicides en Côte d'Ivoire, quand on vous dit il y a suicide quelque part, mais les personnes qui ont regardé le suicide, qui ont assisté, il y a des personnes qui sont bouleversées. Il faut les prendre en charge. Et ça nous amène sur les niveaux de victimes. Parce qu'on se dit que la victime, c'est forcément la personne qui a vécu l'élément traumatisant. Alors qu'il y a 4 niveaux de victimes. Il y a la victime au premier degré, la personne à qui l'événement arrive. Il y a les victimes du second degré, les personnes autour. Il y a les victimes du 3e degré, qui sont les proches. Généralement, le second degré, c'est les professionnels. Et puis le 3e degré, les proches. Et vous avez les victimes du 4e degré, c'est-à-dire la communauté ou le groupe. Je ne sais pas, quand vous voyez, par exemple, on dit il y a un viol. Je prends l'exemple du viol. Quand on dit il y a un viol, une femme s'est fait violer, vous voyez que ce n'est pas une seule femme qui parle, c'est toutes les femmes. Et elles vont toutes vous dire qu'elles ont peur actuellement. Elles se mettent à la place de celle qui a subi le traumatisme. Donc cet événement-là touche le groupe. Donc on a des victimes du 4e degré. Parfois ça peut être mondial même. Donc le but
des premiers secours psychologiques et d'une cellule d'urgence, c'est justement de prévenir chaque niveau là. On se dit la personne a été touchée, d'accord. Son entourage, après avoir touché son entourage, les professionnels, après les professionnels, est-ce qu'on ne peut pas prévenir le groupe? C'est quand même assez choquant. Donc, dans une école où il y a un incendie, ou bien dans une école où il y a un suicide, on ne prend pas seulement que les personnes qui les a mis, on prend aussi tout le système scolaire pour justement évacuer. Parce que les traumatismes, parfois des personnes qui les vivent en différé. Ça peut venir 6 mois après, une semaine après. Mais une chose est sûre, si l'événement n'a pas été traité, il risque de ressortir un jour, et beaucoup plus violemment. Alors je voulais qu'on voit maintenant les différentes étapes. Dans l'intervention maintenant, on va parler de l'intervention, du secours même qu'on apporte. Ça va se matérialiser comment? Et quels sont les bons réflexes en tant que spécialiste? Parce qu'on a dit que tout le monde peut se former, mais pour le spécialiste, quels sont les bons réflexes? D'accord. Merci beaucoup. Je pense qu'on a déjà parlé des éléments majeurs, observer, écouter et puis référer. Mais souvent, comme on le dit, avec la formation, ça nous apprend à rester calme. Il faut rester calme devant une situation. Rester vraiment calme, rester empathique, montrer vraiment de l'empathie et écouter sans jugement. Écouter la personne sans jugement. Et il faut être attentif aux signes non verbaux. Voilà, il y a des signes, c'est vrai que la personne parle, mais il faut faire attention aux gestes, au langage corporel. Si on connaît déjà la personne avant, il faut voir un peu si son comportement n'a pas changé, le ton de la voix. Et le spécialiste va donner, le psychologue va donner les détails certainement sur ce point, mais je pense qu'il y a tous ces éléments qu'il faut observer. Et puis il faut éviter de minimiser les émotions des gens. Quand vous dites minimiser, vous voulez dire Par exemple, la personne se met à pleurer et il peut y avoir une réaction du genre oh, arrête de crier là, tu gênes les gens, arrête, tais-toi là-bas. C'est un exemple. Voilà, il faut minimiser cela. Ou bien tu es un garçon, calme-toi, les gens sont là, les gens te regardent. Non, mais tu ne savais pas pourquoi la personne exprime, pourquoi la personne pleure. On ne sait pas. Et puis également, il faut fournir des informations claires. Voilà, il faut informer la personne sur les réactions qui sont normales au stress et comment elle peut mieux se sentir. Voilà. Et également, encourager les stratégies d'adaptation, comme en proposant des techniques de relaxation, comme la respiration profonde, la méditation. Ça peut se faire rapidement. Respecter également la confidentialité. En cas de viol, par exemple, ce n'est pas devant tout le monde qu'on appelle la personne. Oh ouais, la fille qui a été violée là. Non, quand même, il y a un certain nombre de commodités qu'il faut faire. Et puis, comme on l'a dit, il faut vraiment être prêt à orienter vers un professionnel. Lorsque vous sentez que ça dépasse vos compétences. Lorsqu'on voit que ça dépasse nos compétences, il faut référer toujours. Je peux penser que je maîtrise la situation, mais peut-être que ce jour-là, moi-même, je n'étais même pas dans un état normal. Et que je vois que je ne peux pas, je réfère. Il ne faut jamais garder devant soi une situation, un cas pour dire qu'on veut se jouer les connaisseurs. Non, il faut toujours référer. Alors, voilà. Monsieur Missati, qu'est-ce qui se passe si on n'apporte pas les premiers secours tout de suite? Alors, si les premiers secours ne sont pas apportés tout de suite, il risque d'avoir aggravation du traumatisme. Parce que comme je vous ai dit, il y a 3 temps de traumatisme. Il y a les premières réactions qui sont normales. Une personne qui vit une situation difficile est censée paniquer, avoir peur, trembler, ou bien parfois même pas pouvoir parler. Ça, c'est des réactions qui sont normales. Par contre, dans cette situation, il y a des réactions qui peuvent nous interpeller, qu'on appelle les réactions de stress dépassé. Vous allez voir que la personne n'est plus présente dans l'événement, ou bien elle sent que le temps n'est plus présent, ou bien qu'elle n'est plus dans son corps. Il y a des gens qui vous disent « Ah, je ne sens plus mon corps », ou bien « J'ai l'impression que la réalité a disparu », comme ça doit nous interpeller. Et un autre élément qui peut nous interpeller, c'est qu'on a remarqué que parfois, le corps se met à surréagir. Les battements de cœur, au lieu de dépasser ce qui est normalement attendu pour une situation de stress. Donc la personne a l'impression qu'elle est en train de mourir. Et quand la situation là va passer, si vous n'avez pas traité ça en réaction immédiate, ça passe en réaction post-immédiate. Donc on va au deuxième temps. Donc pendant une semaine, la personne va vivre les événements de traumatisme là, comme si elle était encore là-bas. En temps normal, s'il y a un bon suivi et que la personne a de bonnes aptitudes pour pouvoir, parce que ça dépend aussi du niveau de préparation et du soutien social qui est là pour accompagner la personne. Mais s'il n'y a aucun élément d'accompagnement, au lieu que les symptômes disparaissent, les symptômes vont évoluer. Quels sont ces éléments d'accompagnement qu'on peut utiliser pour la personne? Oui, alors déjà, si vous n'avez pas de professionnel à côté, moi je dis le soutien social. Le premier truc qu'il y a à faire, c'est demander à la personne ça va, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que tu peux en parler, c'est pas trop difficile pour toi, tu peux nous appeler
si tu en as besoin. Et si la personne reste dans un mutisme, vous faites quoi? Alors, quand la personne reste dans un mutisme, c'est de lui offrir une porte de secours, c'est de lui dire, est-ce que tu peux en parler? Si tu ne peux pas en parler, il n'y a pas de problème de ne pas en parler maintenant, mais tu peux toujours faire signe si tu as besoin d'aide. Ça, je dis bien évidemment, ce n'est pas professionnel. Ça, c'est ce qu'on peut lui proposer comme soutien. Ou bien on peut lui proposer, ah mais il y a quelqu'un que tu peux voir. Et même si elle ne parle pas, c'est intéressant d'aller visiter la personne souvent, de venir la voir, la saluer, de demander après elle. Ça fait ce qu'on appelle l'ancrage. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur qui je peux compter au cas où? Ah, il faut vraiment avoir des aptitudes pour le faire. Il faut compter au cas où. Ah oui, il faut des aptitudes. Je me rappelle d'une formation, on dit, c'est quand on s'occupe des problèmes des gens que les problèmes commencent. D'accord. Parce que c'est pas, si c'est le problème de quelqu'un d'autre, je ne peux pas faire comme si c'était moi. Parce que c'est un élément de l'empathie qui est là aussi. Quand on est empathique, il faut comprendre comme si on était la personne. Mais on garde en tête le comme si. C'est pas parce que je pense que la personne va réagir comme ça que je vais faire comme ça. Bien sûr. Parce que je ne suis pas la personne. Monsieur Onene l'a dit, effectivement. D'accord. Donc, on a fait, je vais dire, le tour de la question pour montrer à quel point les premiers secours psychologiques sont importants. Vous avez là implicitement donné un petit cours pour les profanes, de sorte à pouvoir être certainement, comme je l'ai vu quelque part, devenir le gardien de la santé mentale de son prochain. Voilà, avec juste quelques notions de base. Mais je voudrais, pour terminer, qu'on revienne un peu sur les premiers secours. 6 mois de stage, je remarque effectivement que les habitudes de quelqu'un avec qui je suis, ses habitudes ont changé, qu'est-ce que je dois faire tout de suite, de façon capitale. Ok, donc le premier élément de façon capitale, déjà vous avez commencé, j'ai remarqué que les habitudes ont changé. D'accord. Vous avez fait la première étape, j'ai remarqué. La deuxième étape maintenant, c'est d'approcher pour approfondir. Qu'est-ce qui se passe effectivement et d'échanger avec la personne. Maintenant, ça va dépendre des problématiques. Parce que quand on dit premier secours psychologique, c'est vaste. Il n'y a pas à avoir de premier secours psychologique en cas de suicide, enfin, de problématique suicidaire, en cas de problématique de viol, etc. Mais de façon générale, j'approche la personne et puis je lui demande qu'est-ce qui ne va pas, sans rien minimiser. Donc, il faut que quand la personne va me dire, ah, dernièrement là, je ne me sens pas trop bien parce que je ne travaille pas, tu as fait, travail, les gens cherchent à fuir là. On reste tranquille. Ah d'accord, tu ne travailles pas, et puis on approfondit. Il faut rester sous lycée le maintenant. Le problème que la personne pointe là, il faut le creuser le plus possible. Je dis le plus possible. Si la personne ne peut pas en parler, on survole. Et quand c'est fini, on lui dit, mais avec ce que j'ai pu remarquer là, est-ce que tu n'aurais pas besoin de tel type d'aide? Si vous n'êtes pas un professionnel dans le domaine, vous faites, ah mais ça c'est un problème de type psychologique par exemple. Est-ce que tu ne pourrais pas essayer d'aller voir un psychologue, ou bien si tu n'as pas les moyens, tu peux appeler le 143 par exemple. Vous voyez un peu. Donc ça fait qu'il faut toujours avoir un petit carnet d'adresse qu'on n'est pas professionnel. Parce que c'est une aide de première ligne qu'on apporte à quelqu'un. Pour se faire assister. Pour se faire assister. Parce qu'en tant que moi qui ne sais pas gérer la situation, en tant que profane, mon but c'est d'aider l'autre personne à pouvoir gérer. Et quand on dit aider, il ne faut pas forcément que ce soit moi qui règle la situation. Je peux orienter la personne vers quelqu'un d'autre qui peut régler la situation. Donc vous êtes dans une bonne démarche, je vais prendre un autre exemple, vous êtes dans une bonne démarche quand quelqu'un vous demande, je vous dis j'ai faim, je veux manger, et puis vous l'orientez vers des personnes qui font à manger. C'est une bonne démarche. Bien sûr. Donc c'est ça que je peux donner. Vous êtes en train de trouver une solution à son problème. Justement, et c'est cette attitude-là qu'il faut garder. D'accord. Monsieur Onene, on va terminer donc avec vous. Qu'est-ce qu'on retient? Pour conclure, je voudrais dire à toute personne de veiller sur son voisin, sur son ami, sur son frère, en observant ses habitudes, en voyant s'il n'y a pas de changement. S'il y a des changements, au premier signe de changement, il faut engager une discussion simple. Une discussion simple, échanger avec la personne pour comprendre ce qui ne va pas. C'est à force d'échanger que la personne va vous dire ce qu'elle a comme problème. Si vous pensez que vous pouvez l'aider, vous l'aidez. Si vous pensez que ça dépasse vos compétences, comme on l'a dit, vous référez la personne vers une structure compétente ou bien vers un spécialiste. Il faut toujours parler, et je pense qu'en Afrique, ça se fait. Lorsqu'on a une situation avec quelqu'un, on dit toujours qu'on ne dort pas sur la situation, on appelle la personne, on échange. Quand ça ne va pas, on va chez l'aîné avec qui on échange. Pour dire que ici, dans notre cas, au niveau du service social, nous sommes pratiquement dans toutes les communes d'Abidjan. Nous avons des centres sociaux partout. Nous avons des services sociaux dans les entreprises et dans l'administration. Si vous constatez un changement chez un collègue, je dis bien chez un collègue parce que on a beaucoup de travailleurs qui sont stressés.
voilà, on constate un changement, on peut proposer aux collègues d'aller vers le service social pour se faire écouter au moins. D'accord. Au moins se faire écouter. Le reste va suivre. D'accord. Parce qu'on a des gens, aujourd'hui, les psychologues viennent de parler du rythme de suicide. Souvent, les gens ne parlent pas. Bien sûr. Ils accumulent le stress, ils accumulent des problèmes et ils réagissent autrement. D'accord. On en a beaucoup et c'est pourquoi la Ligue même est née pour encourager vraiment les professionnels de service social pour d'offrir des prestations de qualité. Et pour cela, ce personnel professionnel formé régulièrement. Je pense qu'on va y revenir si vous nous donnez l'occasion. Bien sûr, on pourra donc y revenir à une autre occasion. Tout à fait. Mais merci déjà pour toutes ces actions que vous menez, qui visent donc à réduire les taux de suicide assez élevés qu'on constate donc dans nos pays africains. En tout cas, merci à vous, messieurs, d'avoir été là. Je pense qu'on a appris un peu plus sur ce sujet. Les premiers secours psychologiques. Merci en tout cas d'avoir été là, monsieur Kwasi Emissati. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicien, psychopathologue et psychothérapeute. Merci également à vous, monsieur Onene Kapouidjedje Alain. Vous êtes donc assistant social et bientôt donc attaché social. Merci. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé réalisé par Fares Sakura. Alors Dosso et Jean-Marc Grancé, merci encore à vous pour votre fidélité. Prenez soin de votre santé et on se dit à très bientôt pour un autre sujet sur Médian TV.